L'amour qui détruit, la vérité que personne n'ose dire. Il y a une vérité brutale que 99% des gens refusent d'entendre. Une vérité si dérangeante qu'elle brise l'illusion la plus chère à l'humanité. L'illusion qui détruit plus de vies que la guerre, la maladie et la pauvreté réunies. Cette vérité, Carl Jung l'avait percée à jour il y a un siècle. Et aujourd'hui, elle expliquerait pourquoi vos relations échouent. Pourquoi vous vous sentez vide, même entouré d'amour. Pourquoi cette soif inextinguible ne se tarit jamais. Ce qui suit va déranger, va peut-être même vous mettre en colère. Mais si vous avez le courage d'écouter jusqu'au bout, cela pourrait sauver votre vie amoureuse et votre âme. Êtes-vous prêt à affronter la vérité sur l'amour que personne n'ose dire? Alors accrochez-vous, car nous plongeons dans l'abîme. Vous ressentez qu'il manque quelque chose, même lorsque vous êtes entouré de personnes. Vous pourriez être dans une relation avec des amis à proximité, avec la famille autour, et ressentir encore ce poids silencieux dans votre poitrine, cette absence étrange, comme si vous viviez derrière une vitre, déconnecté du monde et de vous-même. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un besoin commun. C'est un signe profond, un cri étouffé de votre psyché tentant de vous alerter. Vous êtes distant de votre propre âme. Carl Jung appelait cette vacuité intérieure une sorte de crise existentielle silencieuse qui tourmente l'individu moderne. Il disait que beaucoup de ses patients ne montraient pas de symptômes cliniques évidents, mais souffraient de quelque chose de plus subtil et dévastateur. La perte de sens, l'effondrement de la connexion avec le monde symbolique intérieur. Et cela se reflète inévitablement dans vos relations, car quand vous vous déconnectez de vous-même, vous commencez à attendre que l'autre comble le vide que vous refusez de reconnaître. C'est pourquoi les liens aujourd'hui semblent si fragiles, si faciles à briser, si pleins d'attentes frustrées. Les gens se rassemblent, portant des besoins qu'ils n'admettent pas, projetant sur les autres ce qui leur manque intérieurement. Et quand l'autre n'accomplit pas ce rôle, quand il ne guérit pas la blessure, ne comble pas le trou, ne répond pas à l'attente inconsciente, la frustration, la distance et la douleur surgissent. La relation s'effondre. Mais ce qui s'est écroulé là n'était pas l'amour. C'était le fantasme. Et ce schéma se répète. Vous sautez de relation en relation ou vivez dans une qui semble stérile, essayant de rallumer quelque chose qui n'a jamais vraiment été là. Le problème n'est pas avec les personnes qui ont croisé votre chemin. Il réside dans ce que vous n'avez pas encore reconnu en vous-même. Il est dans l'ombre que vous n'avez pas intégrée, dans le féminin intérieur que vous rejetez, dans le masculin inconscient que vous projetez. Il est dans votre âme oubliée et étouffée par une vie qui ne regarde que vers l'extérieur. Cette vidéo ne vous donnera pas une réponse facile, parce qu'il n'y a pas de réponse facile à une question si profonde. Mais elle peut vous montrer le chemin que Jung a proposé, la voie du retour à l'intérieur. Car tant que vous continuez à chercher à l'extérieur le remède à ce qui est interne, vous resterez piégé dans le cycle de l'insatisfaction. Ce que vous ressentez n'est pas trivial. C'est votre inconscient qui essaie de vous réveiller. Et le moment est venu d'écouter. Si vous êtes prêts, suivez-moi. Descendons ensemble vers les couches les plus cachées de votre psyché. Car seulement là, dans ce que vous ne voyez pas, réside la clé de ce que vous ressentez. La souffrance psychologique la plus dévastatrice d'aujourd'hui n'est pas explosive. Elle n'attire pas l'attention. Elle ne crie pas. Elle chuchote jour après jour, jusqu'à ce que la personne s'habitue au vide. Vous vous réveillez, accomplissez vos obligations, parlez aux gens, travaillez, consommez du contenu, participez aux événements sociaux. Mais tout cela semble être fait par quelqu'un qui est en pilote automatique. C'est comme si quelque chose était toujours absent, même quand tout apparemment est en place. Cette souffrance n'a pas de nom dans les classifications traditionnelles de la psychologie clinique. Elle ne se manifeste pas par des éclats ou des effondrements visibles. Elle s'infiltre lentement, silencieusement, jusqu'à ce que la vie perde sa saveur et son éclat.
Carl Jung observait ce phénomène avec une clarté troublante dans l'homme moderne en quête d'âme. Il révèle que beaucoup de ses patients, bien qu'ils ne présentent aucun trouble mental diagnosticable, portaient en eux un profond sentiment de vide et d'inutilité. Et la partie la plus choquante, ces personnes étaient souvent prospères, productives, fonctionnelles aux yeux de la société. Ils avaient des carrières stables, des relations, du prestige, mais sentaient au fond qu'ils étaient déconnectés de quelque chose d'essentiel. Ce qui manquait n'était pas l'amour. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas la reconnaissance. C'était l'âme. L'âme dans la pensée jungienne n'est pas un concept abstrait ou religieux. C'est la dimension symbolique de l'existence. C'est ce qui donne de la profondeur à la vie, permettant à chaque expérience, si simple soit-elle, d'être ressentie dans sa totalité. Quand cette dimension est négligée, la vie devient une succession de tâches, d'obligations et de performances. L'individu s'adapte au monde extérieur, mais au prix d'un appauvrissement interne brutal, et cela finit tôt ou tard par apparaître, parfois comme de l'ennui, d'autres fois comme un découragement chronique, dans certains cas comme une insatisfaction généralisée qui détruit tout ce qui a été construit. Et c'est précisément dans cet état d'anesthésie existentielle que les relations commencent à échouer. Vous attendez que l'autre apporte du sens, que l'amour rallume la flamme de la vie, que la compagnie allège le fardeau invisible de l'existence. Mais l'autre ne peut pas remplir ce rôle parce qu'il porte aussi très probablement le même vide. Et la rencontre entre deux êtres déconnectés de leur propre âme génère inévitablement frustration, conflit et abandon. La société moderne, en privilégiant l'avoir sur l'être, a coupé le pont entre l'individu et son monde intérieur. Nous récompensons la performance, la productivité, l'image, mais ignorons les appels subtils de l'âme, les rêves, les symboles, les intuitions, les malaises sans nom. Et plus nous nions ce côté, plus il crie fort. Et ce cri apparaît là où nous nous exposons le plus, dans les relations. Mais cet effondrement émotionnel que vous ressentez n'est pas la fin, c'est le commencement. Car il porte une invitation à regarder à l'intérieur. Et pour cela, nous devons comprendre comment les relations sont en fait des miroirs vivants de notre fragmentation interne. C'est ce que nous allons explorer dans la partie suivante. Si ce contenu vous parle, cliquez sur le bouton d'abonnement et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. Les relations humaines, si réelles et intenses qu'elles puissent paraître, se résument souvent à de simples mises en scène psychiques. Quand vous entrez dans un lien portant des parties de vous-même que vous n'avez pas encore reconnues, ce que vous ne voulez pas voir en vous finit par être projeté sur l'autre. Vous pensez tomber amoureux de quelqu'un, mais en réalité vous tombez amoureux d'un reflet interne qui n'a jamais été intégré. Vous croyez haïr l'attitude de quelqu'un d'autre quand en fait vous entrez en contact avec une ombre qui a toujours été réprimée en vous? Ce n'est pas du romantisme bon marché. C'est de la psychologie profonde. Carl Jung nous avertit que la plupart des relations sont construites sur des projections inconscientes. Vous ne voyez pas l'autre tel qu'il est, mais tel que votre psyché a besoin qu'il soit. Cet autre devient alors un réceptacle pour tout ce qui est désorganisé en vous, désir non reconnu, blessures non guéries, traumatismes non traités, besoins d'enfance non résolus. Vous exigez, accusez, idéalisez, contrôlez, non pas parce que vous aimez, mais parce que vous essayez désespérément d'obtenir de l'autre quelque chose que vous ne pourriez trouver qu'en vous-même. C'est pourquoi beaucoup de relations commencent par l'enchantement et finissent par la destruction. Au début, la projection est belle. La personne semble parfaite, complète, magique. Elle représente le salut psychique, le retour symbolique au paradis perdu. Mais au fil du temps, la cohabitation révèle la réalité. L'image projetée commence à s'effriter et avec cela naît la déception. La frustration, la colère. Vous vous demandez comment cette personne a-t-elle tant changé? Mais la vérité est qu'elle n'a pas changé. C'est vous qui avez commencé à voir au-delà de la projection. Ce mécanisme opère dans les relations amoureuses ainsi que dans les amitiés,
les liens familiaux et même au travail. Nous projetons l'autorité sur les patrons, idéalisons les parents, diabolisons les collègues, cherchons l'approbation des amis, tout comme moyen d'essayer de réorganiser intérieurement ce qui n'a jamais été intégré. Et plus nous nions ce processus, plus nous en devenons esclaves. Rien de tout cela n'est fait par méchanceté. C'est fait par ignorance. Ignorance de soi. Les êtres humains, quand ils ne sont pas conscients des contenus qu'ils portent dans l'inconscient, finissent par vivre gouvernés par eux. Et l'un des archétypes les plus puissants qui opèrent dans ce scénario relationnel est précisément celui que Jung appelait anima et animus. Représentation du féminin dans la psyché masculine et du masculin dans la psyché féminine. Ce sont ces forces archétypales qui, quand elles ne sont pas reconnues, déforment nos relations les plus intimes. Elles nous font aimer aveuglément, haïr sans raison, devenir émotionnellement dépendants ou fuir l'engagement. Et pour comprendre comment elles façonnent silencieusement nos connexions les plus profondes, nous devons affronter leur fonctionnement de front. C'est ce que nous ferons dans la partie suivante. Nous plongerons encore plus profondément dans les royaumes de l'anima et de l'animus. En chaque être humain, il y a des polarités psychiques qui, quand elles ne sont pas reconnues, prennent silencieusement le contrôle. Jung appelait ces forces anima et animus, deux archétypes fondamentaux de l'inconscient collectif. Ce ne sont pas juste des concepts symboliques, ce sont des énergies vivantes qui façonnent notre façon d'aimer, de désirer, de lutter et de nous lier. Quand elles sont en équilibre, elles servent de pont entre l'ego et l'inconscient. Mais quand elles sont réprimées ou inconnues, elles transforment les relations en champs de bataille émotionnels chargés d'idéalisation, de frustration et de répétitions destructrices. L'anima est l'image archétypale du féminin dans la psyché de l'homme. Il ne s'agit pas de la femme externe, mais de tout ce que l'homme projette sur les femmes, émotions, sensibilité, intuition, mystère, beauté, danger. Quand l'anima n'est pas intégrée, elle agit de manière autonome, amenant l'homme à chercher dans les femmes externes une figure idéalisée qui correspond à son fantasme inconscient. Il tombe amoureux d'ombres, de symboles, de morceaux de lui-même qu'il a refusé d'intégrer. Et quand la vraie femme ne correspond pas à cette image interne, ce qui arrive toujours parce qu'aucune femme ne peut porter l'âme d'un autre homme, surgissent le ressentiment, la distance et le mépris. La même femme qui était autrefois adorée comme une muse devient haïe comme une menace. L'animus, d'autre part, représente l'archétype du masculin dans la psyché de la femme. Cette figure se manifeste comme pensée critique, opinion formée, autorité, action. Quand l'animus est inconscient, il domine la femme de l'intérieur, l'amenant à voir les hommes externes comme des ennemis, des dominateurs ou des sauveurs qui doivent résoudre sa vie. Cela génère des relations basées sur la soumission, l'agression ou la dépendance émotionnelle. Dans ce cas, la femme ne s'engage pas avec l'homme réel devant elle, mais avec une figure masculine intérieure qui déforme ses perceptions et alimente les conflits. Ces forces ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont nécessaires, mais quand elles opèrent sans conscience, elles déforment complètement la façon dont nous percevons l'autre. L'anima fait que l'homme cherche la complétude dans le féminin externe, quand en fait il devrait la chercher à l'intérieur. L'animus fait que la femme lutte avec des figures masculines externes quand la vraie bataille est interne. Le résultat est toujours le même. Relations brisées, répétition de schémas, cycle sans fin de recherche et de frustration. Intégrer l'anima et l'animus est donc une étape cruciale dans le processus d'individuation. Cela signifie reconnaître ces images internes, dialoguer avec elles, leur donner forme et conscience. Un homme qui intègre son anima devient plus empathique, créatif et émotionnellement profond. Une femme qui intègre son animus développe confiance, assertivité et clarté rationnelle sans avoir besoin de lutter avec le monde. Mais cette intégration demande du courage. Elle exige d'entrer en contact avec les contenus qui ont été niés toute la vie. Elle demande de renoncer à l'idée enfantine que l'autre viendra vous compléter, parce que l'autre n'est pas votre salut.
Il ne peut être que votre compagnon de voyage si vous avez déjà commencé à marcher seul. Et tant que ces forces internes restent inconscientes, vous continuerez à chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. Vous continuerez à nourrir l'illusion que l'amour guérit la blessure de l'âme. Mais ce que Jung nous montre, c'est l'inverse. D'abord, vous guérissez l'âme, puis vous apprenez à aimer. Et pour comprendre pourquoi cette illusion de complétude externe est si puissante et si dangereuse, nous devons l'affronter de face. C'est ce que nous ferons dans la partie suivante. Dès le plus jeune âge, on nous enseigne subtilement ou explicitement que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui nous complétera. Cette idée profondément enracinée dans la culture occidentale est répétée à l'envi dans les films, les chansons, les romans et même les discours thérapeutiques superficiels. L'amour romantique a été élevé au statut de salut psychique. Peu importe à quel point vous pouvez vous sentir fragmenté, nécessiteux ou vide, on dit que quand vous trouvez la bonne personne, tout se mettra en place. Ce mythe est dangereux. Il nourrit un fantasme enfantin que la guérison réside à l'extérieur de nous, que l'autre viendra comme un héros ou une héroïne rédempteur, prêt à nous sauver de nous-mêmes. Carl Jung a démasqué cette illusion avec une honnêteté brutale. Pour lui, chercher la complétude dans un autre est une forme sophistiquée d'évasion de sa propre psyché. L'amour, quand il naît du besoin, se transforme en possession, contrôle et souffrance. Ce que nous appelons passion n'est souvent qu'une projection violente de l'anima, ou animus non intégré. Vous n'aimez pas la personne devant vous. Vous aimez une image interne que votre psyché a projetée sur elle. Cela explique pourquoi vous vous impliquez souvent avec des personnes qui rationnellement n'ont aucun sens, ou pourquoi vous êtes brutalement déçu quand l'autre inévitablement ne correspond pas au fantasme. Cette illusion de complétude externe est un piège psychique. Elle vous maintient dans un cycle sans fin de recherche et de frustration. Quand une relation échoue, l'esprit cherche un autre objet de désir, croyant que le problème était la mauvaise personne. Et ainsi vous continuez, sautant de relation en relation, accumulant douleur, ressentiment et un sentiment croissant que le vrai amour pourrait même ne pas exister. Mais l'amour ne vous a pas fait défaut. Vous l'avez confondu avec la guérison? Jung disait que chaque projection est une opportunité de croissance. Quand vous êtes déçu par l'autre, c'est votre psyché qui vous renvoie ce que vous avez essayé de rejeter. C'est l'inconscient qui dit « Regarde à l'intérieur ». Le vide que vous ressentez ne sera comblé par personne. Ni par le partenaire idéal, ni par l'amoureux parfait, ni par des connexions momentanées masquées en profondeur. Aucun être humain n'a l'obligation ni la capacité de guérir votre division interne. La vraie complétude est un état de conscience. Elle naît de l'intégration des opposés en soi-même, raison et émotion, force et vulnérabilité, lumière et ombre, anima et animus. Quand cela arrive, l'autre cesse d'être un remède et devient un miroir, quelqu'un avec qui vous partagez le voyage, pas quelqu'un qui marche pour vous. Mais ce voyage n'est pas linéaire. Il demande de se confronter à soi-même. Il exige de traverser le désert de sa propre âme sans garantie, sans promesses externes. Et le nom de ce chemin dans la psychologie jungienne est individuation. Le processus par lequel vous cessez de chercher dans l'autre ce que vous ne pouvez trouver qu'en vous-même. C'est la transition de l'amour-besoin à l'amour-conscience. Dans la partie suivante, nous plongerons profondément dans ce voyage symbolique que Jung appelait individuation. Le chemin qui mène de la fragmentation à la totalité, un processus profond, douloureux et en même temps libérateur. La seule vraie route pour transformer vos relations et surtout votre propre existence. Si ce que vous entendez vous résonne, vous trouverez une vraie valeur dans mon e-book Beyond the Shadow. Il décompose les idées centrales de Jung et vous donne des outils pour vous comprendre plus profondément. Le lien est dans le commentaire épinglé. Vous avez passé toute votre vie à essayer de vous intégrer, à essayer d'être assez bien pour les autres, à essayer de répondre aux attentes familiales, à essayer de trouver une place sûre dans des relations instables. Et au milieu de tout cela,
Vous avez perdu le contact avec la seule chose qui pourrait vraiment vous soutenir, votre âme. Jung nous montre que tant que nous restons concentrés seulement vers l'extérieur, cherchant reconnaissance, amour, sécurité et validation, nous vivrons déconnectés de la totalité de notre être. La vraie transformation commence quand vous tournez votre regard vers l'intérieur. Quand vous arrêtez de fuir vous-même et commencez le processus d'individuation, l'individuation n'est pas de l'auto-assistance. Ce n'est pas une solution rapide. Il ne s'agit pas de devenir votre meilleure version aux yeux du monde. C'est un voyage symbolique, profond et douloureux vers la réconciliation avec tout ce que vous avez réprimé, nié ou craint en vous-même. C'est le chemin de retour vers la totalité, un retour non pas vers ce que vous voulez être, mais vers ce que vous êtes dans toute votre complexité. Pendant l'individuation, vous êtes appelé à intégrer les aspects fragmentés de la psyché. L'ego avec l'inconscient, la persona avec l'ombre, le masculin intérieur avec le féminin intérieur. Chaque étape de ce processus exige de confronter des vérités inconfortables, vos contradictions, vos impulsions rejetées, vos émotions réprimées, vos traumatismes non traités. C'est dans cette plongée que vous trouvez ce qui vous meut vraiment, et aussi ce qui vous sabote silencieusement. C'est dans ce voyage que l'anima et l'animus perdent le pouvoir de projeter des fantasmes sur les autres et commencent à fonctionner comme guides internes. L'ombre, autrefois crainte, devient une source de pouvoir, et l'ego, autrefois gonflé ou fragile, apprend à dialoguer avec les couches plus profondes de l'âme. C'est le point tournant quand vous cessez de blâmer le monde ou les autres pour votre souffrance et commencez à comprendre que la guérison ne peut venir que de l'intérieur. Et plus important encore, quand vous commencez à vous lier non pas depuis un lieu de manque, mais depuis un lieu de totalité. Cela change tout parce que vous n'avez plus besoin de l'autre pour vous sentir vivant, vu ou aimé. Vous avez déjà trouvé en vous-même ce que vous cherchiez désespérément à l'extérieur. Les relations cessent d'être des tentatives de salut et deviennent des espaces de vérité. Des rencontres entre deux êtres entiers, conscients d'eux-mêmes, prêts à grandir ensemble et non à se dévorer mutuellement. Mais pour marcher sur ce chemin, la maturité est requise. Il est nécessaire d'abandonner le confort de l'illusion et d'affronter l'inconfort de l'authenticité. Il est nécessaire d'accepter que l'autre ne viendra pas vous sauver et que ceci, contrairement à ce qu'il semble, est une libération. Maintenant que vous comprenez la profondeur de ce processus, il est temps d'affronter la vérité la plus difficile de toutes. Tant que vous fuyez vous-même, aucune relation ne fonctionnera. Aucun amour ne sera suffisant. Aucune compagnie ne suffira. Et c'est précisément cette vérité que nous révélerons sans anesthésie dans la partie finale de ce voyage. Il arrive un moment où vous devez faire face à la réalité que vous avez essayé d'éviter toute votre vie. Peu importe combien quelqu'un vous aime, peu importe vos efforts pour maintenir une relation vivante, peu importe combien vous idéalisez l'autre, aucune relation, si intense ou sincère soit-elle, ne vous sauvera de vous-même. C'est une vérité dure mais libératrice. Car tant que vous cherchez encore le salut dans l'amour de quelqu'un d'autre, vous resterez piégé dans un cycle d'attente et de frustration qui épuise l'âme. La guérison que vous cherchez n'est pas dans l'autre. Elle est en vous. Elle est dans le moment où vous vous asseyez avec vous-même et cessez de fuir. Elle est dans le temps que vous passez à affronter le silence intérieur sans avoir besoin de vous distraire. Elle est dans l'instant où vous regardez votre propre ombre et décidez de ne plus la projeter sur personne d'autre. À partir de là, tout commence à changer. Non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Les relations ne sont pas le problème. Elles sont le miroir. Elles révèlent avec une précision chirurgicale ce qui est désaligné dans votre psyché. Quand vous vous sentez invisible dans une relation, peut-être êtes-vous aveugle à vous-même. Quand vous sentez que l'autre ne vous écoute pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas écouté votre propre âme depuis des années. Quand vous êtes répétitivement déçu, peut-être attendez-vous que quelqu'un joue un rôle que vous seul pouvez remplir. La bonne nouvelle est que vous n'avez plus besoin de rester piégé dans ce cycle.
Le processus d'individuation, le voyage pour devenir entier, a déjà commencé quand vous avez décidé de vous arrêter et d'écouter ce message. Ceci en soi est un signe que quelque chose en vous ne veut plus vivre anesthésié. Il ne veut plus répéter les mêmes erreurs. Il veut s'éveiller, mais l'éveil fait mal. Il demande le courage de laisser aller les illusions réconfortantes. Il demande l'engagement envers la vérité, même quand elle démantèle tous les fantasmes que vous avez construits sur l'amour, sur l'autre, sur vous-même. Le vide que vous ressentez n'est pas une punition. C'est un appel à descendre dans les couches plus profondes de votre psyché et à récupérer ce qui a été perdu, votre âme. Quand vous faites ce mouvement, quand vous cessez de chercher la complétude à l'extérieur et commencez à la cultiver à l'intérieur, quelque chose change profondément. Vous commencez à attirer des connexions qui ne demandent pas que vous soyez la moitié de quoi que ce soit. Vous vous rapprochez de personnes qui ne viennent pas pour vous remplir, mais pour déborder avec vous. Vous apprenez finalement à aimer, non pas par besoin, mais par présence. Si ce message vous a touché, commentez ci-dessous, je choisis de regarder à l'intérieur. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se libérer de ce cycle de douleur silencieuse et abonnez-vous à la chaîne car ici nous ne parlons pas pour divertir, nous parlons pour transformer. Et ne vous arrêtez pas ici car savoir ne suffit pas. Vous devez continuer à creuser et vous savez que l'âme ne pardonne pas ceux qui s'arrêtent à mi-chemin. Alors continuez. La prochaine étape vous attend. L'éveil ou l'abîme. Il n'y a plus de troisième voie. Nous voici arrivés au bout du chemin. Au bord du précipice où se séparent deux destins. D'un côté, la répétition éternelle, les mêmes blessures, les mêmes attentes, les mêmes amours qui s'éteignent dans l'amertume. Une vie passée à mendier auprès d'autrui, ce que vous seul pouvez vous donner. L'enfer pavé de bonnes intentions relationnelles. De l'autre, l'individuation. Le courage de plonger dans vos propres ténèbres pour en extraire votre lumière. La liberté terrifiante d'être entier, seul, avant d'être deux. L'amour qui naît non du manque, mais de la plénitude. Jung nous avait prévenu, ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Votre destin se joue maintenant. Dans cette seconde précise, dans ce choix que vous ne pourrez plus ignorer. Continuerez-vous à chercher votre salut dans le regard d'un autre? Ou aurez-vous enfin le courage de vous regarder en face? Car comprenez-le bien, il n'existe aucune route du milieu entre l'éveil et l'abîme. L'âme ne pardonne pas l'hésitation. Elle exige la totalité de votre être. Le choix est vôtre. Il a toujours été vôtre? Et il ne se représentera peut-être jamais. Je choisis de regarder à l'intérieur. Écrivez-le. Maintenant. Avant que le courage ne s'évapore.